bonsoir, bienvenue de nouveau dans notre émission hebdomadaire. On commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur ce média et dans cette émission en particulier. Faites-vous votre propre avis. Trader comporte de forts risques de perte. Un peu tous les endroits où vous pouvez nous trouver, hein, Twitter, l'email, notre site internet où vous avez les produits avec Mika, Tino, Xavier et Trado. Et un petit rappel pour finir sur notre séminaire annuel qu'on fait le 17, 18, 19 novembre à Barcelone. Il reste encore des places et où vous pourrez trouver Pierre qui est entre autres avec nous aujourd'hui. Voilà, on les retrouve tout de suite, nos trois mousquetaires. Donc on se retrouve après une très grosse nuit que l'on a passée, hein. Donc on se retrouve avec Pierre d'Active Trades, Xavier de Salon MTT et de Panthéon, et Richard, tu vas me rappeler le nom de ta chaîne, Richard, excuse-moi. Fondamentalement Bourse. Fondamentalement Bourse. Donc voilà, donc hier, on a fait un peu un débrief très très enrichissant sur la macro et sur la géo. On est parti des BRICS et on a un peu tout développé vers les monnaies, la dédollarisation, etc., les possibles crises. Et maintenant, on va plus parler marché financier. Qui c'est qui commence? Xavier peut-être ou Pierre, comme vous voulez. Bah, ouais, on a dit, Xavier. Ouais. vas-y, Ouais. on a dit qu'on faisait un peu une analyse technique sur, moi rapidement, sur Indice. quelques graphes, notamment, bah, juste rapidement le CAC 40, le Nasdaq et Tu veux le partager S&P. ton écran ou pas? Ouais, bah attends, je vais regarder je vais juste voir si j'arrive juste à partager le Skype, tac, tac, tac. En bas à droite, t'as le chat et après t'as compartir. Ouais. Ok, normalement c'est bon. Donc là, on voit le graphe du CAC 40 normalement. Non. Ouais, je vois. Oui, ça arrive. Attends. C'est assez long. Voilà, Ouais, c'est voilà. bon. Par contre, est-ce que tu peux enlever la petite fenêtre? Ça doit être nous. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc, pour le CAC 40, T'es en direct là, Xav? yes. Alors, Il est en train de faire un petit marteau sur la MM200, c'est ça? ouais. Alors pour ceux qui, bon déjà, ceux qui savent éventuellement pas, toutes les semaines, je fais une émission le samedi sur Pépitor qui s'appelle le plan à Xav et Ouais. on commence toujours par analyser un petit peu le CAC 40. Donc là, Alors, maintenant qu'on dit ça, le plan Xav, on sait parler la France, hein. Le plan Xav, c'est voilà. fait exprès. On dit pas le plan de Xav, hein. Évidemment, c'est Ouais. fait exprès. Ouais. Euh, L'idée, c'est bon, moi ce que je répète depuis un gros moment maintenant, c'est qu'on est dans un range assez clair entre 7500 et la borne basse de 7070-7050 points. En même temps, si on prend un peu de recul, là, on voit moi je vois plus ça comme une congestion, un petit peu une consolidation suite à un gros mouvement haussier depuis sur quasiment un an maintenant, depuis octobre 2022. L'idée maintenant, c'est deux choses. On a la MM200 qui est un indicateur de tendance dynamique assez intéressant. On l'avait pas sur tout le mouvement haussier. En fait, on l'a passé à la hausse et depuis, on l'avait jamais retesté. On est un petit peu en train de la retester là, déjà la semaine, mi-août, Zoomer, s'il te plaît. on avait testé. Là, on est un petit peu aussi en train de retester. Donc ça, pour moi, c'est la première zone très très importante. Si on la casse par le bas, il y a de grandes chances qu'on revienne tester le support des 7080, 7050. Et par contre, si là on passe par le bas, on ouvrira un gros potentiel de baisse. Direction, pour moi, le prochain gros support, il sera sur la zone des 6800. On peut le tracer là assez facilement. Là, 6820, mais on a une mèche ici et on voit bien la zone. Donc les 6800 en grosse zone technique derrière, si on casse par le bas ce range. Et puis sinon, si on arrivait à remonter et à casser à la hausse, on reporte en fait la hauteur du range comme objectif et puis on irait sur de nouveaux plus hauts historiques. Donc ça c'est pour le CAC. Ensuite pour le Nasdaq, vous voulez quoi, le composite ou le Nasdaq 100? Je prends quoi? Mais les Nasdaq 100. Allez, Nasdaq 100. Bon, le Nasdaq qui est l'un des indices les plus haussiers là parmi tous.
Je sais pas, on doit gagner, Richard, tu sais, on doit gagner au moins pas loin des 40%, je pense, sur l'année. J'avais dit 34% depuis le 1er janvier, mais je crois que c'est le Nasdaq Composite dont je parle. Ok, sinon je peux vite le faire. En tout cas, depuis les plus bas là, de décembre dernier, 50, voilà, on hein, prend 50. 45%. Donc c'est assez fort. On a une belle tendance haussière. On a fait une jolie congestion, consolidation là entre fin juillet et mi-août. Là, on voit, on est revenu sur cette zone un petit peu des 16 000, 16 800, 16 500 qui avaient été travaillés en 14 juin. 000, ouais. 14 000, pardon. 14 500 qui avait été travaillé en juin, puis on a réussi à repartir. Et puis bon, là, désormais, c'est pareil. Hein, si on arrive à faire de nouveaux plus hauts et à casser de nouveau par le haut les 15 900, il y aura de grandes chances qu'on revienne direction les plus hauts historiques là, qu'on voit ici, là, les plus hauts de novembre 2021, aux alentours des 16 700 points. Et puis désormais, en gros support, comme je me le disais, les 14 500, 14 600, si on les casse à la baisse, derrière, il faudra surveiller l'approche direction la MM200. Et je termine rapidement avec le SP500. Tac, 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 il est où? SP500 Index. SP500 Index, un petit peu le même mouvement que le Nasdaq, mais en moins volatile. Je veux dire, niveau technique, on repère un petit peu la même figure, c'est-à-dire on est bien au-dessus de la MM200, on a entamé derrière ce mouvement on est revenu au contact d'une grosse résistance sur les 4600 au plus haut là, en fin juillet. On est revenu consolider un petit peu, tester un support aux alentours des 4350. Puis on repart tranquillement. Si on arrivait à passer 4600 à la hausse, il y aurait de grandes chances qu'on revienne au plus haut historique. Et puis sinon, attention sous 4300, 4350. La chose que je remarque aussi maintenant, c'est qu'on a parlé beaucoup en 2023, en tout cas toute la première partie de l'année, de la surperformance des indices européens sur les indices américains. Comparable évidemment, hein, parce qu'on n'a pas vraiment l'équivalent du Nasdaq chez nous en Europe. Par contre, ce que je constate maintenant, c'est que quand même globalement, les indices européens, en tout cas le CAC 40, vous voyez on était revenu beaucoup plus, on est revenu tester la MM200, là où on l'a pas encore fait sur les indices américains. Donc en fait, on a des indices américains qui surperforment quand même l'Europe à très court terme au moins. Voilà, ce sera un petit peu tout pour ma partie. Je vous laisse renchérir et puis me compléter les gars si vous avez des choses à dire en plus ou si vous voulez me compléter voilà, sur des trucs que j'ai pu oublier. Tu peux arrêter de partager l'écran, s'il te plaît? Ouais, confirmer l'arrêt du partage. Normalement, c'est bon. Non, Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Xavier. Moi, techniquement parlant, de toute façon, regarde, c'est technique. Hein, je veux dire, c'est même pas de l'opinion. On est dans une phase de consolidation. Moi, c'est juste le SP500. Là, je vois qu'on a du mal à faire un nouveau plus haut. Est-ce qu'on va enfoncer le plus bas? Si c'est le cas, on part dans une configuration de failure swing et effectivement, ça ouvre la porte à une correction à minima plus ample qu'initialement prévu. Donc, c'est ce que tu disais en fait en introduction. C'est même limite sain en fait d'avoir des consolidations après des tels mouvements de hausse comme on a eu cette année. On va voir, en fait, maintenant on va voir si les plus bas vont être défendus ou pas, mais globalement je suis quand même assez d'accord avec tout ce que tu as dit sur l'ensemble des indices européens comme américains. C'est vrai qu'on aurait pu parler aussi de ce qui se passe en Asie. Le Nikkei, par exemple, lui se comporte un petit peu différemment, il est sur ses plus hauts à l'heure où on se parle, mais bon voilà, c'est ce qu'on disait, hein, quatrième trimestre déterminant, on va voir ce qui se passe. Je pense quand même qu'on n'est pas non plus très loin des plus hauts historiques, notamment sur CAC, sur les indices européens. Il va falloir des moteurs de marché, des catalystes aussi importants pour aller taper de nouveaux plus hauts historiques de toute façon. Mais pour l'instant, on va voir si les plus bas sont défendus. Voilà. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Tout à fait d'accord. Et vous voyez comment, sinon, la fin de l'année, parce que c'est toujours pareil, alors, il y a deux scénarios, deux scénarios. Hein. C'est que quand on attaque une résistance, plus on l'attaque, plus elle se faiblit. Mais il y a aussi l'autre scénario qui dit que plus on attaque, plus on n'arrive pas à la placer et plus les acheteurs vont rentrer sur ce niveau-là. Vous préférez, vous voyez quoi comme meilleur scénario en fait? On casse par le haut ou on casse par le bas? Le meilleur scénario. Enfin, celui que vous croyez qui peut se faire. Si je peux me permettre d'intervenir, je pense que les marchés européens n'ont pas cassé leur support parce que les marchés américains sont plutôt encore bullish. Et quand il y aura un affaiblissement Dow Jones, SP500,
à cause de news macro américaines, on va voir se confirmer ce fait qu'on est en train d'être beaucoup plus bullish aux États-Unis qu'en Europe, ce qui valide ce que tu disais, Xav, le côté la MM200 elle est loin, donc ça a monté plus fort aux États-Unis, donc ça peut ranger. Mais si tu vas sur un bad range aux États-Unis, tu peux parfaitement casser un support en Europe et aller chercher plus bas. Et ça répondrait quand même de manière logique à ce qui se passe en Europe. Car je rappelle quand même qu'on n'en a pas discuté, mais on est un peu en récession en Allemagne. C'est quand même le moteur de l'Europe. Enfin, moi, je dis ça comme ça, mais je pense que ça veut tirer vers le bas en Europe, mais ça attend que les US lâchent. Mais pas lâchent, les US lâcheront pas et retournent sur un support. Et nous, on ira plus bas. C'est mon avis. Voilà. Sachant que la Chine nous tire vers le bas, notamment le CAC 40, puisque le luxe dépend de la Chine. On n'a pas parlé de la Chine dans l'émission d'hier, mais sincèrement, la Chine, c'est vraiment au pied d'argile sur des éléments macroéconomiques long terme très importants. Pour finir l'analyse de Xav, si on regarde les 4 principaux indices qui sont le DAX, le CAC, le Nasdaq et le SP500, on se rend compte que de tête, le CAC, on a fait un all-time high en février, le DAX, on a fait un all-time high il y a 1 ou 2 mois, et le SP500 et le Nasdaq, on n'a pas encore fait le all-time high. Donc, moi, ce que je pense, c'est que nous, en Europe, on était précurseurs des États-Unis, et on ne peut pas passer ce all-time high sans que les États-Unis le passent. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on attend un peu ce que font les États-Unis, et on verra, quand on aura le all-time high sur les US, on aura vraiment la direction pour nous, les Européens, le CAC et le DAX. Oui, non, mais juste pour compléter ce que je disais, je suis d'accord avec toi, c'est les marchés européens ont largement surperformé les marchés américains cette année, mais c'était plus à très court terme. Voilà, sur les dernières semaines, l'explication avec la moyenne mobile de 100 périodes, pas que les gens, voilà, que ce soit bien compréhensible pour tout le monde, les marchés européens, l'Europe a surperformé de manière historique d'ailleurs les États-Unis, parce que normalement ça arrive rarement. Si on regarde, on avait un TP, moi j'avais fait un TP1, TP2 all-time high. Le TP1 c'était le plus haut de août 22, le TP2 devait être le plus haut, le premier rebond de la descente et le all-time high. Et on était sur le SP500, le TP1, sur le Nasdaq, le TP2. Et nous on était déjà au all-time high depuis le début de l'année pour le CAC et puis depuis le début de l'été depuis le DAX. Donc on devait vraiment attendre les autres, quoi. Moi, si je peux me lancer dans une petite anticipation, parce qu'on est là aussi pour donner des anticipations. On aura l'occasion d'en reparler avant la fin de l'année parce qu'on refera d'autres émissions très certainement. Mais je pense qu'on va clôturer l'année sur les marchés européens, j'entends. On va clôturer l'année plus haut que là où on l'a commencé. Je maintiens cette anticipation. Par contre, à plus court terme, sur ce 4e trimestre, je vois plus un risque baissier plus important qu'un risque à la hausse. Parce qu'à mon avis, les investisseurs européens ont surestimé, ont surpondéré les espoirs d'une fin du cycle de resserrement monétaire. Ils ont surpondéré les espoirs de la fin justement de ce cycle de resserrement monétaire. À mon avis, la fin de ce cycle-là n'aura pas lieu cette année déjà. Et je pense qu'on va rester dans un environnement d'inflation élevée pendant encore un moment. On va s'inscrire dans une stagflation, c'est ce que je pense. Donc à mon avis, toute cette euphorie, toute cette visite vers les points hauts, je pense qu'on devrait quand même casser quelques supports avant la fin de l'année, même si, encore une fois, toute proportion gardée, sauf s'il y a un crack obligataire dont on a parlé juste avant, on devrait clôturer plus haut que ce que là où on a commencé. Mais à court terme, là, sur les prochaines semaines, les prochains mois, je pense quand même que le risque il est plus à la baisse qu'autre chose. Mais on verra, on aura le temps d'en reparler. Je suis pas très d'accord parce que le marché est plutôt technique que plutôt économique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que le marché est complètement décorrélé des nouvelles économiques. Et en fait, là... il attend, on va dire. Novembre-décembre, c'est normalement un rallye haussier où... Il attend des catalystes, en fait, le marché. Et moi, je pense qu'on a été super euphorique pendant toute une partie de l'année en Europe, en tout cas. Et à mon avis, cette euphorie va se calmer un petit peu. C'est mon anticipation. Peut-être que je me trompe, on verra. On en parlera.
je suis d'accord avec ce que dit Pierre, que à court terme, on voit en tout cas plus de catalyseurs négatifs potentiels que de catalyseurs haussiers potentiels, notamment avec la Chine. Après, là où moi je serais un peu plus modéré, où je trouve par contre ça c'est très sain, en tout cas ce qu'on observe actuellement sur le CAC 40, c'est que ça complète aussi un peu ce que disait Richard, c'est qu'on a le secteur du luxe qui a une pondération très élevée dans le CAC et qui est très exposé à la Chine qui va, il faut le dire, très mal en ce moment. Le fait est que malgré la baisse, la sous-performance du luxe en ce moment, en tout cas plutôt LVMH, parce qu'au final Hermès tient quand même vachement bien, mais Hermès et LVMH c'est quand même très différent. Le fait est que malgré ça, on a d'autres valeurs qui prennent un petit peu le relais. Donc en fait, moi je vois, si vraiment on analyse les valeurs du CAC au cas par cas, on se rend compte qu'il y a comment on appelle ça, une rotation. Voilà, une rotation sectorielle qui se met un petit peu en place avec des titres où je pense qu'il y a encore du potentiel, qui prennent la main, qui repassent des plus hauts et qui voient des plus hauts historiques pour certains. Je pense à Safran, je pense à Airbus. Donc le secteur de l'aéronautique, Sanofi qui est aussi très bien orienté, qui fait partie des grosses valeurs du CAC 40. La Donc en semaine fait, dernière, Olivier avait dit les bancaires aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les après, bancaires. les bancaires, la pondération est pas énorme, mais puis moi je trouve que c'est un secteur qui est en plus d'être dégueulasse et assez... Si je peux donner un dossier sur les bancaires qui me plaît énormément, c'est ING. ING. C'est côté où ça? C'est côté Amsterdam. Amsterdam. Hollande, Ouais. Qui ont publié des bons résultats d'ailleurs très récemment, je crois, hein. J'ai vu passer la graphiquement, on va voir le graphe, tu vas voir. Oui. Non, mais tout ça pour dire qu'au final, en fait, je trouve que c'est assez sain, quoi, ce qu'on observe, en tout cas d'un point de vue technique en ce moment. Puis, moi, je vois quand même des catalyseurs sur les valeurs que j'évoquais, Sanofi, Airbus, Safran. Pourquoi? Parce que l'aviation commerciale, j'ai envie de dire, ça a presque jamais été aussi bien. Airbus, ils engrangent des commandes comme c'est pas permis. Le tourisme va exploser dans les 20 prochaines années. Et voilà. Et puis on a ces valeurs-là qui sont au plus haut et qui ont des pondérations quand même importantes. Qui pourrait reprendre un petit peu la main sur le CAC. Et d'ailleurs, au final, je me dis, peut-être à plus moyen terme, si on avait un petit peu le luxe qui baissait et d'autres valeurs qui commençaient à remonter, à reprendre le lead, est-ce qu'on n'aurait pas derrière le phénomène de problème de pondération que tu évoquais en début d'émission hier, Richard? Est-ce que peut-être ce problème-là pourrait se désaccentuer si d'un côté on a le luxe qui perd un petit peu de sa superbe et d'un autre côté des valeurs plus nombreuses d'un point de vue numérique, qui reprennent un petit peu, qui remontent un petit peu dans la part qu'elles prennent dans la pondération du CAC 40, pour qu'on ait derrière un avis moins biaisé et que ce soit plus représentatif, que le CAC 40 soit plus représentatif de l'économie en général. Voilà, moi je terminerai là-dessus. Si vous voulez rajouter encore un mot. Juste une petite parenthèse, hier soir j'ai vu un reportage très intéressant sur l'aéronautique et qui disait qu'en fait ça représente presque 20% de la pollution mondiale et qu'un jour ou l'autre il fallait s'en occuper et apparemment ça irait dans le sens de la réduction de nombre de vols. Si on n'arrête pas les chiffres, si on prend les chiffres actuels, en 2050, il y aurait 2 ou 3 fois plus de routes aérienne, commerciale ou touristique, et il disait de toute façon un jour ou l'autre il faudra s'attaquer au problème et on risque d'aller rapidement vers une limitation des vols. Voilà, c'est ce que disait l'émission d'hier. Ouais, après, c'est-à-dire qu'on a l'évolution de l'aéronautique et on compte le réchauffement climatique, quoi. Ouais, bah bon, après, si c'est pour que les gens ils prennent plus la voiture, c'est pas bien non plus. Et puis moi, je pense que de toute façon, si les avionneurs... essaye de prendre la voiture, aller au Brésil, tu me diras comment ça se passe. Oui, hein. non, mais tu vas pas arrêter l'avion pour aller au Brésil. Tu vas peut-être arrêter l'avion pour faire Paris-Nantes ou Paris-Nice. Justement, la question qu'il disait, c'était... j'ai vu ça en espagnol, où il disait qu'en France, en fait, ils avaient arrêté les voies, les communications internes, on pouvait aller en TGV. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, tu as un pont aérien, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un avion toutes les 20 minutes entre Barcelone et Madrid, quoi. Ouais. Un avion toutes les 20 minutes. Hein.
Non, mais il y a un sujet, c'est sûr. Après, moi, je me dis, les avionneurs, si vraiment ils doivent changer et qu'on leur impose un petit peu des normes, bah, je sais pas, ils arriveront à s'adapter, ils arriveront à s'adapter en conséquence. Et puis, bah, il y a aussi des investissements qui sont faits pour développer des moteurs moins énergivores et plus vertueux avec bah, l'histoire des Ouais, biocarburants, etc. voilà, Bon, il après, je parlait de sais pas ça si ça verra le jour, mais. C'était Je Vueling, vois justement. Il parlait de Vueling en disant qu'ils avaient réussi à diminuer de 80% l'émission de CO2 avec les nouveaux carburants. Et avec ces nouveaux carburants, ils n'avaient 80%. 80%. Et avec ces nouveaux carburants, ils n'avaient même pas à faire de modifications sur les moteurs. À Bref, voir. on verra bien ce que ça, Eh on verra bien, bien ce que ça fait. souhaitons-le. Ouais, c'est clair. Souhaitons-le. Parce que sinon, je peux vous dire qu'il y a une valeur qu'il faudra suivre de très près, c'est Alstom. Parce que vous avez parlé de route, vous avez parlé Ah, pour d'avion, les trains. mais la compensation, c'est le train. Ouais. Ouais. Et On verra. sur les lignes internes, je ne sais pas s'il y a des lignes de train entre Barcelone et Madrid, Oui. mais ça deviendrait logique. Ben, il y en a tout le temps, hein, mais bon, Ouais. le pont aérien. En tout cas, c'est intéressant puisque là, on est en train de confronter des idées avec un souci qu'on ne soulève jamais dans cette émission, qu'il faudra peut-être qu'on fasse un jour, c'est le réchauffement climatique et les conséquences L'écologie, ouais, sur, la crise sur- écologique. sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a des impacts qu'on a du mal à soupçonner. Je vais vous en donner un comme ça au hasard. Les industries pharmaceutiques commencent à s'inquiéter du réchauffement climatique parce qu'elles ne trouvent plus les champignons, les matières dont ils ont besoin pour fabriquer leurs médicaments. Il y a des champignons qui ne poussent plus à cause de la température qui monte. Donc les enjeux sont partout sur ce Mais les sujet-là. champignons, ils sont pas faits en culture interne. Ils vont quand même pas chercher les champignons dans la nature, Je suis quand pas même, les spécialiste, pharmaceutiques. Ouais. je lis beaucoup de choses et j'ai vu un truc passer sur ça et j'avais pas percuté sur ça, donc ça m'a mis ça dans un coin de tête. Faut que je travaille le dossier. Mais aujourd'hui, des inquiétudes sur des disponibilités de matières premières diverses et variées sont évidentes. Moi, j'avais jamais pensé à la pharmacie, quoi. Mais Ouais. mais bah ouais, oui, bah finalement oui, c'est possible, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est Ouais. on perçoit pas tous les impacts que ça provoque sur énormément de choses. Moi personnellement, l'aéronautique, j'arrive pas à comprendre comment ça monte avec ce risque de contrôle administratif des États qui disent un jour c'est fini. À Barcelone, de toute façon, la pollution, c'est 30% les voitures, 30% le port, 30% l'aéroport. Donc ils ont tapé sur les voitures à mort, et ben maintenant, ça va être tapé sur le port et sur l'aéroport. On pourrait Ça parler part du égal, sujet de hein. l'eau. On pourrait parler de l'eau. Alors j'ai dit Alstom sur le transport par exemple, qui est tout en bas, qui graphiquement c'est intéressant, ça peut créer un trend important s'il décroche des choses. Moi je trouve que les autoroutes électriques sont un sujet très intéressant. C'est en gros transformer des voitures en forme de tramway et d'alimenter par les voitures ou les camions, alimentés comme le système de tramway, soit par le sol en induction, soit par le dessus par des câbles. Le câble c'est pas terrible. Enfin, Moi j'ai une voilà. petite anecdote sur les voitures électriques cet été, enfin où on est normalement, on joue à la pétanque, on a un chargeur de voitures électriques là, et il y avait un Hollandais qui était en train de pourrir un Suisse parce qu'il n'arrivait pas à charger sa Tesla, et l'autre il voulait pas laisser sa place. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Ce qui prouve que dans la recharge, il y a beaucoup de besoins. Mais moi, je suis convaincu beaucoup que la de recharge, c'est que problèmes. passager. Pour moi, on chargera en même temps qu'on roulera. En plus, le gars, je vais quand même lui demander, parce que si le mec il vient de Hollande avec une voiture électrique, il fait le trajet en 4 jours, non? On a pour 3 jours. Il y a un deuxième sujet sur lequel le réchauffement climatique impacte aujourd'hui. On commence pas. Moi, dans ma région, on a eu de la flotte, hein, mais peut-être dans les vôtres, il n'y en a pas eu autant. Mais l'eau, ça va devenir une matière très très importante dans le futur. Et le recyclage de l'eau fait que va devenir nécessaire. L'Espagne le fait très bien, mais pas du tout en France. Et j'imagine Il y a pas des du tout dans les autres pays. il y a des désalinisateurs qui sont mis en place. Mais le problème des désalinisateurs, c'est que ça pollue parce que ça augmente la concentration de sel dans la mer, et c'est pas du tout écologique. Bon, enfin, c'est un problème, hein. Une valeur intéressante dans le domaine en France encore, qui est au 440, c'est Veolia, qui est le numéro 1 mondial. Oui, on a donné des dossiers, hein. Ouais, c'est pas faux. Mais là, on prend de l'avance sur la prochaine émission, par contre, du coup. On est Ouais. sorti du point technique, hein. Oui, là, c'est clair. Donc, Ok. moi, je vois Intéressant. qu'on va finir dans le range à la fin de l'année. Xavier, t'en penses quoi, toi? Allez, par le bas, par le haut?
Voilà, à ce stade, les probabilités militent plutôt en faveur d'un. Moi, disons que je pense que ce serait sain si on en sortait par le. Vu le mouvement qu'on vient d'avoir, qu'on en sorte par le bas, qu'on aille tester les 6008, qu'on Ouais. tienne bien les 6008, qu'on construise pour repartir l'année prochaine ou plus tard, et puis qu'on arrive derrière à repartir sur des plus hauts. Mais j'ai du mal à vraiment voir maintenant. À dire les marchés vont repartir à la hausse comme si de rien n'était. Après voilà, c'est Mm. technique, hein. Le jour où on casse 7500 par le haut, Ouais. moi j'aurais eu tort sur ce que j'ai dit maintenant, mais c'est pas pour autant que je Oui, serais pas oui, capable de tout à travailler le fait. mouvement. C'est juste des scénarios. Voilà. Ouais. Richard, quel scénario aurait tes préférences? Moi, je suis pas très CAC 40, mais de ce que j'ai vu avec ce que Zav a fait voir, on a une tendance peut-être à un retournement vers le bas. Mm. Effectivement, d'aller chercher le 6008, parler de logique. J'ai tendance à dire que tout le monde pense la même chose. Et Ouais, quand tout le monde pense la même chose, généralement, il se passe pas. c'est l'inverse. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gérants qui étaient très allégés dans leur position, très cash. Tout le monde pense que ça va baisser. Attention, contre-pied. Par contre, dire est-ce qu'on va les péter le 7005, 7006, le max, Xav, je sais plus à peu près. Ouais. 7005, c'est le haut du range, ouais, on va dire. Ouais, je Et pense que c'est les un plus peu. hauts, je crois que c'était 7007 ou 7008 les plus attendus. 7006, je crois, les plus hauts. C'est un Sur peu, le CAC. c'est un peu prématuré à mon avis, sachant qu'il dépend de la Chine, le CAC 40. Donc, je pense quand même que même s'il y a des Ouais, rééquilibrages, comme on parlait 7006. tout à l'heure, dans un premier temps, si la Chine continue à baisser, ce qui n'est pas gagné, on ne sait pas, je pense quand même que LVMH et compagnie vont envoyer le CAC 40 plus bas, quoi. Dans le cas où la bourse recommençait à suivre l'économie réelle, parce qu'il n'est pas du tout le cas actuellement. Ce qui n'est pas le cas, mais faut surveiller ce Mm. phénomène-là. Ça va revenir à un moment donné. On revient à la moyenne, hein, toujours, hein. Pierre, la Bah, de conclusion? toute façon, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Xav, hein. Le support à 6008, pour parler que du CAC, hein, moi, je vois qu'à court terme, il y a quand même plus un risque à la baisse qu'un risque à la hausse. Le support des 6008 me paraît tout à fait pertinent. Ça serait un bel overlap, un beau retour. Et puis, ça permettrait quand même de clôturer l'année aussi plus haut que où on l'a commencé. Ça permettrait de faire une correction sans que ça soit trop menaçant et trop engageant sur un mouvement de vrai retournement. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Xav, et même Ricardo aussi qui disait la même chose, hein, On est plus ou tous moins. d'accord. Ouais, Alors, je suis d'accord, Je pense qu'on est. Et de toute façon, on aura l'occasion de refaire un bilan à mi-trimestre, je pense. Donc voilà, ce sera l'occasion de faire un point. d'accord. Mais On, ouais. on conclut sur les taux. Alors moi, j'ai entendu pas mal de trucs, hein. J'ai pas mal lu pendant cet été quand même, j'étais studieux. Il y a un économiste espagnol qui a dit que la Chine n'était pas bien du tout et que ça pourrait engendrer dès le début de 2024, donc c'est-à-dire demain, à une baisse des taux. Pedro, t'en penses quoi, Pierre? Mais on a déjà parlé des taux dans l'émission Ouais, mais juste avant, est-ce que non tu crois que les taux vont continuer à monter ou pas? On n'avait pas parlé de... Je les vois pas descendre, en tout cas. Si c'est ça ta question, à mon avis, je les vois. Enfin, est-ce qu'ils vont continuer à monter? Ça, c'est difficile à dire, mais à mon avis, ils vont rester hauts longtemps. Parce que Ça, c'est mon qu'est-ce qui est prévu anticipation. que Powell en septembre ne fasse rien et qu'en octobre donne 0,25 et après arrête, non? C'est ce que prévoit le marché, entre guillemets, si je dis pas de bêtises. Le marché prévoit encore, d'après la dernière fois que j'ai regardé, il prévoit au moins une hausse de 25% de 25 points de base. Avant la, oui, 25%, au moins 25 points de base avant la fin de l'année. Donc il y aura au moins 1 à 2 hausses de taux, je pense. De toute façon, on verra avec les prochains chiffres de l'inflation. Mais et en Europe, je pense que c'est encore pire. Je pense D'accord. que ça, voilà, comme je le disais tout à l'heure, la majorité des gens surestiment la perspective d'une fin du cycle de resserrement monétaire, en tout cas par la BCE. Donc, moi, c'est ce que je pense. Les taux, à mon avis, les taux, comme je disais, ils vont rester hauts encore longtemps. La baisse des taux, il est encore beaucoup trop tôt pour en parler. Donc voilà, c'est un peu mon anticipation. Ça fait beaucoup de taux. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de taux dans la phrase. Et de toute façon, encore une fois, moi, ceux qui me suivent le savent bien, le problème des taux, ce n'est qu'une partie du problème. Pour moi, le vrai problème, c'est le tapering des banques centrales et c'est aussi les réserves minimum des banques commerciales qui sont toujours à 0 aux États-Unis.
Donc, il y a de plus en plus ça on l'avait dit dans la dernière émission, il y a de plus en plus d'Américains qui font appel à la dette. Le taux d'épargne aux États-Unis est en train de chuter de manière abyssale. Les salaires augmentent pas. Il y a de plus en plus de dettes sur les cartes de crédit. Les banques commerciales continuent de faire des prêts. Donc, c'est pour ça que moi, je pense pas que l'inflation va se stabiliser. Voilà, je pense que parce que là, effectivement, on parle de l'inflation, on passe de 8 à 6%, etc. Mais en fait, c'est pas l'inflation qui baisse, c'est l'inflation qui augmente plus modérément. Ouais, parce qu'on fait 6, on fait 6 de Voilà. 11, quoi. C'est-à-dire que c'est Ouais, pas... non, mais donc, je veux dire, mais les prix continuent d'augmenter en pratique. Donc voilà, pour moi, ce problème de taux, c'est pas... Voilà, si tu veux diminuer l'inflation, et ben, tu limites la capacité des banques commerciales à accorder des prêts. Voilà. Et là, pour l'instant, les Américains tapent dans l'épargne, tapent dans les cartes de crédit. Quand à un moment donné, il va falloir payer les emprunts avec les taux qui augmentent et qu'il y aura les premières vagues de défauts, ça va faire mal. Donc, récession, et on baissera les taux. Oui, bah alors la récession, moi de toute façon, je pense que on se dirige tout droit vers un environnement de stagflation, comme je le disais juste avant, stagflation qui est caractérisée. En Europe, il y est déjà. Hein. Ouais, bah en Europe, on y est clairement. C'est pour ça, moi, tous ceux qui disent que baisse des taux avant la fin de l'année, certainement pas. L'année prochaine, j'y crois même pas. Pour vous dire honnêtement, c'est mon anticipation. Je pense que les taux vont rester hauts très longtemps. Donc voilà. Ok. On verra. Ben, merci pour tous d'avoir passé 2 jours avec nous. Merci encore à Xavier. Merci à Richard. Merci à Pierre. Merci à toi, les gars. Et comme d'habitude, je mets tout en bas, le salon, comment aller chez Active Trade, et puis comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires, c'est très important pour... Laissez des questions en commentaire, je vais mettre moi-même les éléments dont j'ai parlé, là, le rapport de la Réserve fédérale de Saint-Louis dont je vous ai parlé, je vais le mettre en commentaire parce que ça c'est vraiment très important. N'hésitez pas à balancer vos questions, on sera là pour y répondre. Enfin moi en tout cas je fais attention aux commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous, merci Xav, merci Richard, merci Pierre. Et... Merci à toi Denis pour l'invitation. Et on se retrouve, on se retrouve avant la fin de l'année. Ouais, avec grand plaisir. Ciao à tous, merci. Allez, au revoir. Ciao.